Joshua Oshi avec 3,2% de voix. Mais depuis, mesdames et messieurs, le paysage politique camerounais a connu beaucoup, mais alors beaucoup de mutations. On a constaté de nouveaux partis, des alliances inattendues, également des désillusions et surtout une jeunesse de plus en plus exigeante. Force est donc de se poser la question ce soir, celle de savoir est-ce que le classement de 2018 peut être bouleversé en 2025? Qui pourrait bouleverser cet ordre des choses-là, cet ordre établi? Et surtout, les dynamiques électorales ont-elles véritablement changé? Quels sont les enjeux qui pèseront donc sur la balance? Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, avant d'aborder ce grand débat ce soir, nous arrêterons sur une problématique assez concrète, réelle, sur le quotidien, on va le dire ainsi. On parlera des embouteillages qui battent leur plein, un véritable casse-tête aujourd'hui dans nos villes et particulièrement dans les grandes villes, la capitale politique et économique Yaoundé et Douala. Ils sont donc avec nous ce soir pour alimenter ce débat, nous apporter leurs idées, conforter leurs différents points de vue, mais également nous dire les contours que pourrait prendre le Cameroun de demain, le Cameroun politique, parlant justement de la prochaine présidentielle. Lorsque tout ceci est dit, on va donc présenter le panel de ce soir. On va commencer à ma gauche. Oui, c'est un visage très connu, très apprécié, celui du professeur Edmond Bilois, membre influent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien le bonsoir à vous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs de Info TV et particulièrement ceux de Grand Soir. Merci d'être là ce soir. Une fois de plus, vous le savez, on a donc appris l'annonce de la candidature du candidat du RDPC, donc Paul Biya, via les réseaux sociaux. Est-ce que c'est devenu un mode de communication pour le RDPC? Ben, il avait déjà communiqué comme ça en 2018. En 2018, il avait envoyé un tweet et en 2025, il a utilisé le canal X. Donc, l'essentiel, c'est que le message passe. Le message est vite passé parce que quelques secondes après, tout le pays était au courant. Justement, ce tweet, c'était hier, justement. Non. Le récent tweet du président. Non, il y a c'était la semaine dernière. La semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière. Justement. Mais vous voulez parler de sa candidature qui a été déposée? Sa candidature qui a ça a été montré à la télévision. Sa candidature, oui. Ça a été montré à la télévision. Mais très souvent, et même pour ce tour également, on l'a d'abord appris sur les réseaux sociaux, avant même l'édition des journaux. Oui, c'est-à-dire que il y avait certainement un journaliste qui était là quelque part. Et dès que les émissaires du comité central du RDPC sont arrivés, avec le directeur du cabinet civil, le ministre Mvondo Ayolo, et le secrétaire général du comité central, le premier ministre Jean Kouété, la photo a été immédiatement envoyée dans les réseaux sociaux. C'est comme ça que moi j'ai appris que les plénipotentiaires du parti au pouvoir était déjà au siège de l'ECAM. On a quand même observé une forte délégation pour ce dépôt. Oui, bon, en ce qui concerne le RDPC, c'était une petite délégation. Parce que quand on dit forte délégation, vous voyez souvent comment les femmes défilent le 20 mai. C'est ça qu'on appelle une démonstration de force. Mais là, c'était le secrétaire général du comité central du RDPC était accompagné de quelques conseillers. Le ministre Mvondo Ayolo était accompagné de quelques-uns de ses collaborateurs. Ce n'était pas une forte délégation, c'était une petite délégation. D'accord, si vous le dites. En tout cas, merci d'être parmi nous ce soir, professeur. C'est un plaisir de vous avoir. À ses côtés, juste à sa gauche, notre panéliste Raoul Foué Gassam. Lui, il est membre du PADEC, une figure montante de l'espace politique. Bien le bonsoir et surtout bienvenue sur le plateau de Le Bonsoir. Bonsoir à vous, Viviane. Mes amitiés renouvelées, n'est-ce pas, aux co-discutants, que je retrouve pour certains avec joie après une longue disparition. Maintenant, vous disiez figure montante. Non, dans le landerneau communicationnel, politique, nous sommes quelques vieux.
parce que ça fait une bonne quinzaine d'années que nous essayons autant que faire se peut d'apporter notre pierre à l'édification d'un pays que nous voulons un tout petit peu encore plus meilleur. Nous savons qu'il est difficile de savoir être dans le meilleur du monde, mais parce que la société humaine est une société, n'est-ce pas, qui tend vers s'amélioratif. Donc, nous essayons, par cette gesticulation intellectuelle permanente, nous essayons d'apporter ainsi cette pierre-là. Donc, c'est un honneur pour nous d'être encore invités sur ce grand plateau, le Grand Soir, sur Info TV, qui est une chaîne assez importante, n'est-ce pas, dans le landerneau audiovisuel camerounais aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous et sur ce panel en particulier pour apporter son regard analyste, mais également de sociologue, mesdames et messieurs, Abakar Méfiré, spécialiste des dynamiques sociales et politiques. Ravi de vous recevoir sur le plateau de Le Grand Soir. Qu'il me soit permis, Viviane, de vous prier d'accepter nos sincères et dévouées salutations, qu'il nous soit surtout permis de vous prier d'accepter nos remerciements infinis d'avoir associé notre modeste personne à ce gala intellectuel. Dit comme ça, comment ne pas l'accepter? Voilà. Bien évidemment, je voudrais faire un clin d'œil à l'ensemble, je voulais dire des aînés, c'est également un jour particulier, modestement, lorsque vous êtes appelé à échanger avec un des formateurs. Nous sommes là ce soir avec le recteur Edmond Bilioa. Nous avons d'ailleurs la très grande habitude. C'est un honneur pour nous d'avoir ces aînés, ces formateurs qui modestement acceptent de faire la palabre intellectuelle même avec les enfants qui le forment. Je retrouve mon frère Fouengassam, ça fait 15 ans, comme il a dit, qu'on se connaît sur les plateaux de radio et télévision. Permettez-moi surtout de renouveler nos amitiés à l'ensemble des téléspectateurs de Info TV, particulièrement ceux du Grand Soir pour qui nous sommes là ce soir, parce que nous, on n'a jamais cessé de penser que si le Cameroun est une cathédrale, c'est bien tous ensemble que nous allons la bâtir. Merci beaucoup d'avoir également accepté notre invitation ce soir sur le plateau de Le Grand Soir. Je rappelle que nous sommes également en direct de notre page officielle Info TV Cameroun via justement notre page. Et également sur YouTube, vous pourrez nous retrouver. Mesdames et messieurs, le numéro de téléphone sera également affiché juste au bas de votre petit écran pour vous permettre d'interagir en même temps que nous sur ce plateau. Merci donc, mesdames et messieurs, tout de suite et maintenant d'entrer de plein pied dans le débat. On va traiter l'actualité justement en deux phases. D'abord, cette mise en bouche qui nous permet de revenir sur les embouteillages à Yaoundé et à Douala dans ces deux grandes villes. Ce mal qui touche pratiquement tout le monde, causant stress, retard au travail, ainsi de suite, pas mal de mots. Ce soir, nous posons la question sur les causes véritables, mais surtout les solutions à proposer. Nous commençons bien évidemment par M. Abakar Méfiré. Déjà pour savoir, est-ce qu'il vous a été facile de vous rendre ici en Info Télévision ce soir? Particulièrement cet après-midi, c'est une moto, comme d'habitude, qui nous a permis de partir de notre modeste lieu de débrouillardise, l'Institut universitaire Siantou. J'étais au campus au Coron. Pour arriver ici, j'ai été obligé de sauter sur une moto pour arriver à l'heure, vous savez, là, les exigences de la télévision. Voilà. Malheureusement, c'est ça, le direct. Effectivement. Donc, comme pour dire que le problème que vous posez sur la table est une question profonde qui interpelle justement le contexte actuel qui est le nôtre. On parle d'élections présidentielles. Voilà un problème qui atteste de ce que, qu'on le veuille ou pas, les 7 années que vient de gérer le parti du professeur Edmond Bilioa, vraiment n'aura pas été de toute tranquillité. Les 7 ans n'auront pas permis de travailler en profondeur ce qui devrait être l'essentiel pour tout gouvernant, c'est-à-dire l'épanouissement de l'ensemble de la population, ou du moins de la grande majorité. La question des embouteillages, vraiment, madame, il n'y a pas les mots aujourd'hui pour le décrire. Mais quelle lecture vous faites quand même? La première lecture que nous faisons pour rester en étroite ligne avec ce qui fait le débat actuellement et que vous avez mis sur la table, c'est de dire que malheureusement, le sujet des embouteillages atteste que
la gouvernance actuelle fait du Cameroun une société des discours et parfois lesquels discours tranchent radicalement avec les réalités du terrain. Parce que si nous prenons rien que le dernier mandat, on va dire que quand même, beaucoup a été dit, tout a été promis pour résoudre ce problème et même de manière générale, l'aménagement des villes. Au Cameroun, en commençant par la cité capitale politique. Mais nous observons que, honnêtement, les choses n'avancent pas beaucoup. Au contraire, vous savez que les embouteillages sont déjà liés peut-être à des problèmes qu'on peut comprendre. La très forte, on va dire comment, accumulation des populations dans les grandes agglomérations urbaines. Mais aujourd'hui, nous voyons que pour arriver chez vous, quand je parle de Mendon là, pour arriver ici, ce n'est pas facile parce que les routes sont étroites, on ne fait pas suffisamment d'efforts et à côté de cela, l'entretien de ces routes vient aggraver justement la situation. Le matin, pour sortir, madame, généralement, moi, pour arriver au campus, je suis obligé d'être en route à 6 heures. Parce que dès que 6h30 arrive, quand vous n'avez pas la chance d'avoir... Surtout pendant la période scolaire. Et effectivement. Là, quand même, avec les élèves et les étudiants. Voilà, ça un peu avec les élèves qui ne sont pas là, ça a un peu baissé. On a des travaux qui sont engagés également. Bon, vraiment, modestement, intuité personnelle, nous pensons que l'image n'est pas bonne. Parce que ça donne l'impression que, comme disait Bernard Nanga dans Les Chauves-souris, on attend la période comme celle-ci justement pour tromper les pauvres populations. À la veille de l'élection présidentielle, se mettre à cimenter, parce que vous voyez l'axe, je vous ai dit ici à la descente là, j'ai quand même observé lorsque je venais que bon, ici on a, oui, ici à la descente pour arriver au carrefour dit olympique. Okay. Voilà, vous voyez là, c'était grave là-bas. Mais ce matin, j'ai observé qu'on est venu quand même. Quand vous voyez la qualité des travaux qui sont faits, madame, je vous assure, quelqu'un est arrivé à théoriser sur la notion du provisoirement définitif au Cameroun. On choisit de mal faire. Parce que ce qui est fait là, rien que pousser, ça a même déjà commencé en 48 heures à se dégrader. Pourquoi toujours mal faire alors que nous avons tout en termes de moyens et d'expertise pour pouvoir bien faire? Mais malheureusement, c'est une méthodologie qui est totalement maladroite, qui ne fait pas pratiquement les affaires de la population. Parce que avec l'exemple que nous avons pris là, on peut carrément dire que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. On va tabler, on va s'asseoir, il y aura des symposiums, parce qu'on a même fait des états généraux pour les poubelles à Yaoundé. Il y a tellement d'institutions au Cameroun parlant des routes, et on parle de cette question des embouteillages, mais nous observons qu'au fil des années, il n'y a pas une véritable solution qui soit appropriée, au moins parce que ça fait partie quand même, ça vient ajouter à la souffrance des populations qui est déjà vraiment énorme. Je pense qu'avec un peu de volonté politique, on peut faire quelque chose, peut-être pas pour arriver à embouteillage 0%, mais pour ce qui est de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, s'il y avait la volonté, quelque chose peut être fait justement pour que la situation se décante un peu. Vous voyez, on ajoute à cela l'incivisme, il faut le dire quand même, des populations également. Je passais là à l'endroit dit à Tanambala, les deux policiers qui sont là n'arrivent pas, on dit aux gens, bon, placez-vous ici. Les gens aussi, chacun veut arriver chez lui. Donc il y a donc tellement de facteurs qui se combinent justement pour faire des embouteillages finalement. Un sujet qui vient ajouter à la grande souffrance des populations qui est déjà énorme. Parce que nous baignons dans un contexte de précarité existentielle qui ne dit pas son nom. Nous, on pense donc que peut-être que les nouveaux candidats à la candidature qui veulent prendre les 7 prochaines années, qu'ils seront animés d'un peu d'humanité. Parce qu'on peut à un moment soupçonner que dans la gouvernance actuelle, qui manque de l'humanité, j'allais dire de l'humanisme, c'est-à-dire se mettre à la place des autres, penser qu'il s'agit des êtres humains et pouvoir faire quelque chose justement dans le sens de l'amélioration de leurs conditions. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hein. Nous avons écouté votre description justement du pays en quelque sorte. Parlons de ces embouteillages-là. Alors, je vais me tourner vers le professeur Billoir. Hein, si on considère que Yaoundé est donc une sorte de vitrine, hein, comme on le dit souvent, la vitrine du pays. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu coupable, vous qui êtes du RDPC, hein, avec plusieurs slogans
événements tels que Yaoundé Cœur de Ville, puisque c'est le plus récent, est-ce qu'à un moment donné, quand même, voir dans quelles conditions vivent les populations, parlant de ces embouteillages, vous n'êtes pas parfois un peu coupable? Vous ne vous sentez pas un peu coupable? Oui, mais tout le monde souffre des embouteillages. Hein. Y compris le RDPC. Moi compris. Donc quand il y a embouteillage, on ne cherche pas à savoir qui est au volant de la voiture, qui est dans le taxi, etc., qui est passager dans telle voiture. Les Camerounais souffrent tous des embouteillages à Yaoundé. Mais bon, il faut remarquer que la population du Cameroun a quadruplé au cours de la dernière décennie et que le nombre de voitures aussi dans les mégalopoles comme Yaoundé et Douala a aussi quadruplé. Les gens ont de plus en plus de voitures, mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment de routes. Il n'y a pas suffisamment de routes. C'est ça qui peut expliquer qu'il y ait des embouteillages. Et si vous ajoutez à ce fait que lorsque on procède au reprofilage des routes, on travaille sur les routes pour améliorer les conduites des voitures, ou les conduites des motos ou des vélos, cela peut être un facteur qui ne soulage pas les populations qui vivent dans ces villes-là. Voilà. Mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. On ne peut pas construire une route, on ne peut pas reprofiler une route sans que cela puisse déranger un tout petit peu les passants. Donc, ce sont des choses... parce qu'en fait, ça ne devrait pas prendre une éternité pour reconstruire une route ou reprofiler une route. D'accord. Bon, maintenant, les gouvernants font des efforts pour améliorer les conditions de transport et de circulation dans nos villes. Dans nos villes. Vous voyez l'augmentation de la population, l'accroissement de la population, le fait que les gens ont de plus en plus de véhicules, ont de plus en plus de voitures, n'arrange pas forcément les choses. Mais le gouvernement a plusieurs fois annoncé quand même des projets pour pouvoir améliorer tout simplement voilà, ce que je vais appeler la mobilité urbaine. Oui. Pourquoi rien n'est fait? Non, ces projets sont en cours. Ces projets sont en cours. Ces projets sont en cours. Vous savez, il y a un ministre qui a parlé un jour de saupoudrage. Je crois que c'était le ministre des Finances. Dans un contexte où vous n'avez pas suffisamment de moyens et que vous avez tellement de problèmes à régler, vous êtes dans l'obligation de faire un peu de saupoudrage. C'est-à-dire que vous saupoudrez ici, là, vous saupoudrez là. Parce que, madame, vous ne pouvez pas régler tous les problèmes en même temps. C'est impossible. On n'a pas tellement de moyens. On ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. Il y a des problèmes un peu partout, même par la population. Donc, il faut parfois voler à Pierre pour donner à Paul. Vous voyez, hein? S'il y avait suffisamment de moyens matériels, de moyens infrastructurels, de moyens financiers, je pense que tout le monde serait heureux de voir ces problèmes résolus, y compris les gouvernants. Y compris les gouvernants, parce que les gouvernants aussi ils souffrent de ces embouteillages-là. Mais il n'y a pas suffisamment de moyens. Mais il faut reconnaître qu'il y a cette volonté affichée des gouvernants de régler ces problèmes. D'accord, merci beaucoup, professeur Raoul Ngassam, qui est également avec nous sur ce plateau. Alors, j'ai envie de vous demander peut-être plus qu'est-ce qui est à l'origine, mais quelle solution est-ce que vous proposez? Ben, Viviane, vous le savez certainement qu'à la base, je suis syndicaliste de profession, donc défenseur des droits dans le secteur des transports. C'est important. Alors, cette problématique sur les embouteillages dans nos grandes villes ont quelques sources. L'exode rural, faute, n'est-ce pas, au manque de développement dans nos villages. Cet exode rural vient
créé un problème qui est un problème d'incivisme. D'incivisme parce que il y a ce que nous autres appelons très trivialement la mentalité urbaine. La mentalité urbaine, c'est quoi la mentalité la mentalité urbaine, c'est le savoir partager le bien public. Le savoir partager le bien public rentre dans la formation liée au civisme. Alors, cette formation liée au civisme est en train de nous quitter. De nous quitter parce que nous avons effectivement des doyens comme le professeur Edmond Bilois qui vous affirme ici qu'il y a échec, n'est-ce pas, dans la conception et la matérialisation même, n'est-ce pas, de la gouvernance. Parce que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Le Cameroun ne s'est pas couché hier soir à 4 millions d'habitants pour se réveiller à 7 heures du matin avec 45 millions d'habitants. Alors, nos villes, les projets de développement pour l'épanouissement, n'est-ce pas, de la vie sociétale qui ont existé, et très rapidement et très souvent, cela est renvoyé au calendrier grec au profit, n'est-ce pas, du nombril de certains, on va le dire comme ça. Malheureusement, cela crée ce que, j'emprunte au prof, ce qu'il a appelé du saupoudrage. Ce saupoudrage nous empêche de pouvoir jouir librement et naturellement du bien public. Parce que, figurez-vous, il faut éduquer les masses, il faut éduquer les populations, il faut leur permettre de comprendre par des émissions comme celle-ci qu'en réalité, le partage de la voie publique, par exemple, est une obligation. C'est un devoir pour chaque citoyen de savoir que lorsque vous vous déplacez de chez vous pour la voie publique, il y a un type de comportement que vous devez adopter, qui n'est pas le comportement que vous adoptez dans votre chambrette. Parce que sur la voie publique, des espaces appartiennent au public, comme cela s'appelle, et à chacun au même moment. Vous êtes piéton, vous devez trouver votre espace sur la voie publique. Vous êtes en moto, parce que nous avons des benskinners qui occupent désormais nos villes. Vous êtes moto-taximan, vous devez avoir jouir de cette éducation urbaine pour savoir que la route ne vous appartient pas, elle appartient à tout le monde. Donc, dès que le piéton s'est engagé à traverser, par exemple, vous devez respecter son passage qui lui est acquis de droit, de fait. Également, nous devons, en tant que citoyens, savoir que lorsque nous sommes partis du marché ou de notre domicile pour la voie publique, pour attendre un taxi, il y a un ordre, il y a une logique que vous devez faire 50 mètres pour attendre le taxi à partir de l'intersection. C'est là que nous appelons cette éducation à la citoyenneté pour que, n'est-ce pas, les comportements urbains puissent animer la plupart des Camerounais. On va donc dire que pour régler ce problème, il faut revoir, il faut refactoriser notre système éducatif. Mais peut-être avant de proposer des solutions, je voulais vous demander, est-ce que ce n'est pas également dû à des questions de corruption au niveau des marchés publics ou alors, bon, comme vous le dites, juste une gouvernance locale? Non. Très honnêtement, s'il existe ce que le professeur Edmond Bilois a appelé du saupoudrage, c'est parce qu'effectivement, les magouilles sont partout, Viviane. Vous ne passez nulle part sans trouver un ou deux qui s'enrichissent, qui bâtissent toute leur fortune dans la corruption. Une route, il y a quelques jours, nous tenions, n'est-ce pas, le comité annuel, n'est-ce pas, de la Commission nationale de la route, où, à l'issue, n'est-ce pas, de ces conclaves, il en ressort que parfois pour des routes qui peuvent prendre 3 milliards de francs, vous avez des citoyens qui vous font gonfler la facture et prennent 11 milliards de francs pour ne même pas à la fin réaliser cette route. Et cela revient à quoi? Cela revient à la culture de cette citoyenneté, à la culture, à la
l'acquisition, n'est-ce pas, des valeurs républicaines, parce que au fond de vous, au fond de nous, chacun devrait se poser la question au moment où il s'en va. Il rentre chez lui, retrouver ses enfants le soir. Qu'est-ce que j'ai fait de bon ou de mauvais? Ce qui n'a pas été bon, qu'ils prennent conscience afin de se dire, Seigneur, demain, j'aurai hâte à faire mieux parce que je connais, j'ai le sens du discernement, je me retrouve mal parce que les enfants que je suis censé éduquer, par mes comportements, trouvent que papa échoue. Vous faites une route, Abakam Efiré l'indiquait, vous fermez, vous bouchez, n'est-ce pas, des trous ou des nids de poules qui sont très souvent revenus, transformés en nids de chameaux. Vous les transformez, vous les couvrez pour un soir. Le lendemain matin, on prend les mêmes et on recommence parce que après la première pluie, cette partie qui avait été bouchée il y a 24 heures retrouve, et d'ailleurs avec un peu plus de grandeur. Donc c'est une question de mentalité qu'il faut soigner. Merci beaucoup pour vos solutions que vous proposez face à ces problèmes liés aux embouteillages. On va peut-être prendre quelques réactions déjà pour voir ce que pensent les téléspectateurs qui nous suivent en direct de cette émission. Alors, on va commencer par ce tout premier message. Voilà. On va peut-être commencer de ce côté, c'est nettement mieux. Alors, bonsoir à tout le panel, plus précisément à la présentatrice. Le professeur, qui est le représentant du RDPC, doit être vraiment direct. C'est pas bien qu'à quelques jours des élections présidentielles, on nous parle des problèmes financiers avec tous les détournements qui ont été relevés dans plusieurs domaines. Pour moi, c'est une mauvaise gouvernance. Il faut tout simplement nettoyer. C'est M. Omba depuis Yaoundé. Autre message, bonjour au panel. Je crois que les embouteillages actuels dans la ville de Yaoundé sont dus à plusieurs tronçons de routes en chantier et barrés inachevés qui datent de plus de 6 mois. Bonsoir le plateau, s'il vous plaît, ayez pitié de nos éminentes intelligences qui sont nos professeurs. À force de défendre l'indéfendable, leurs cerveaux prennent un coup. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La raison de tout ceci est claire, la corruption, le népotisme ont fait un mélange de bitume et de béton. Nous sommes dans l'antichambre de la sorcellerie. Vraiment, comprenons que ça nous a dépassé. Peut-être la prochaine équipe n'aura pas les mêmes pressions que celle-ci. Sévérin à Obili. Bonsoir sur le plateau. Les embouteillages à Yaoundé, quelles sont les solutions? La première est la planification concertée. On constate malheureusement qu'il n'existe pas de plan cohérent et concerté entre les structures en charge des routes. Les routes ravinées sont le fait de cette incohésion. La deuxième solution, c'est le changement de paradigme. Le changement de paradigme s'entend de l'exploration d'une autre façon de concevoir les routes, tant le goudron serait cher au sens des gouvernants. Pourquoi ne pas envisager de payer les routes, mieux de paver les routes, mieux de développer le réseau routier secondaire, entre parenthèses les routes à l'intérieur des quartiers? La troisième et dernière solution, c'est évidemment l'éducation des masses. Les incivilités des chauffeurs comme des piétons sont des causes de ces embouteillages. Tout le monde est pressé sur la route. Conséquence, une petite seconde, les gens bloquent tout un axe. Donc en 3 mots, planification, diversification et éducation. Autre message, bonsoir Viviane, bon retour à l'antenne. Les solutions aux embouteillages sont de nature citoyenne et gouvernementale. Bon retour, je n'étais pas partie des antennes. Hein. Alors bonsoir le plateau, le professeur Bilois a dit, il y a de plus en plus de voitures dans nos grandes villes, pas toujours propriété des plus en passant, ce qui est tout à fait vérifiable. Hélas, les mandataires autoproclamés du peuple, incroyable. Enfin, il termine avec quel paradoxe motivé par la mauvaise foi. Ces embos de Yaoundé qui semblent répéter les mots du professeur. Alors, bonsoir très chère, distinguée, charmante, resplendissante, dulcinée, perle précieuse, présentatrice. D'accord. Wow. Merci.
Alors, le thème abordé ce soir est très équivoque car touche l'ensemble des Camerounais. Toutefois, c'est un fait à double regard. D'une part, le manque de routes réglementaires et d'autre part, l'incivisme d'un grand nombre de Camerounais reconnaissant que le gouvernement consent d'énormes sacrifices budgétaires et afferrant par les exécutants du projet car au lieu de 10 mètres de bitumage, par exemple, inscrits dans le projet, à la réalisation, c'est seulement 3 mètres qui sont réalisés, dysfonctionnant l'équilibre budgétaire du pays au détriment des grands bandits à col blanc dans le gouvernement. Aussi, décriant le caractère malveillant de certains Camerounais qui détruisent les travaux de l'État. Très excellente soirée à tout ce plateau. C'est Dr Pierre Eton Douala. À quoi? D'accord. Alors, on va voir peut-être... Bonsoir, votre riche panel. N'est-il pas temps de délocaliser notre capitale politique et peut-être aussi la capitale économique? Point d'interrogation. Un autre message. Bonsoir, Madame Viviane. Je voudrais apporter ma modeste contribution au débat du soir et surtout aux représentants du RDPC. Les embouteillages à Yaoundé sont un problème majeur. Pour y remédier, plusieurs solutions sont envisagées, notamment l'amélioration du réseau de transport en commun, le développement des voies de contournement et l'encouragement du covoiturage et du télétravail. De plus, l'utilisation des applications de navigation et l'aménagement des carrefours améliorerait la fluidité du trafic. Voici quelques pistes, selon moi, de solutions plus détaillées. Amélioration du réseau de transport en commun, développement d'un réseau BRT, bus rapide transit et d'un train suburbain. Voilà. Autre point, développement des voies de contournement avec la création des boucles autoroutières. Ensuite, des routes périphériques qui permettent de relier différents quartiers sans traverser le centre-ville pourrait considérablement réduire la congestion. Et enfin, encouragement du covoiturage et du télétravail. Promotion du covoiturage, mettre en place des plateformes en ligne pour faciliter la mise en relation des personnes se déplaçant dans la même direction. C'est Samson de Dubaï. Et il dit, j'aimerais dire au professeur Billois qu'il n'a pas véritablement d'argument pour justifier cette mauvaise gouvernance de son parti d'État, le RDPC, depuis 43 ans. Et on est resté un petit village. De quel manque de moyens financiers il manque? Quand bien même les membres du gouvernement, voilà, bon, ok, merci, on va rester un peu poli quand même, hein, voilà, on reste poli. Merci beaucoup pour votre point de vue. Voilà, on a beaucoup de messages. Bonsoir le plateau, ces propos pessimistes du professeur sur l'insuffisance des moyens sont scandaleux. C'est un problème de gouvernance et de vision. Qu'est-ce qui manque au Cameroun pour produire des richesses? Ce sont les conséquences de l'économie. Bayam Selam, Stéphane. Bonsoir le plateau. Bonsoir professeur Billois. D'accord, je pense que M. Zambo revient avec son message. Bonsoir à tous. Ce problème d'embouteillage au Cameroun relève de 2 facteurs. Je voulais dire, le manque d'accompagner d'un mauvais état de route, l'incivisme de population, donc à chacun de jouer sa partition pour éviter ce mal à mettre depuis Bafoussam. D'accord, on va faire plaisir également à ceux-là qui ont réagi de ce côté. On va prendre 2 messages. Voilà, juste pour que ce soit équitable. Alors, bonsoir, je vous appelle. Nous sommes en direct, on n'appelle pas. Merci. Prenons un dernier message. Bonsoir, ne restez pas indifférent à un autre message. Je voudrais un stage. Venez à Info Télévision, nous sommes situés à Ifoulan et nous verrons quoi faire pour vous. Bonsoir à vous sur le tableau. Dites aux militants du RDPC qu'il ne peut pas dire en Mondio-Vision que le Cameroun manque de moyens pour faire les routes ou par l'argent des péages, certainement dans les poches de certains individus. C'est bien comme ça. On a beaucoup de respect pour le professeur Billois, qui affirme juste que le RDPC a échoué. Donc en octobre, nous devons passer à autre chose. Et bonne émission à vous, Cyril, depuis Yaoundé. Et donc voilà, mesdames et messieurs, on va d'abord mettre un terme ou alors une petite pause, tout simplement à la lecture des messages. Continuez de nous écrire 6 92 20 94 36, numéro de téléphone ou le numéro qui affiche donc au bas de l'écran. On va donc recevoir sur le plateau, très chers téléspectateurs. D'ailleurs, c'est un honneur de l'avoir parmi nous ce matin. C'est l'un des acteurs clés de la valorisation du savoir-faire local, on va le dire ainsi, et de la promotion des matériaux de construction innovants. Ce soir, il a décidé de faire un tour chez nous. Nous le recevons. Il s'agit justement du directeur général Boubacar Likibi. Bien le bonsoir et surtout bienvenue sur notre plateau. Bonsoir et merci de m'accueillir sur votre plateau. C'est un plaisir de vous recevoir. Il est partagé. On l'espère. Pour vous également, il a été difficile pour vous d'arriver ici? Non. Les embouteillages?
Non. Quoi alors? J'étais à Simalène. J'avais une contrainte et je me suis rendu compte que la route fonctionnait très bien. Je suis arrivé ici, partant de Simalène, ici, je crois que j'ai fait environ 13 minutes. Bon, c'est que je ne pouvais pas faire il y a 7 ans. Enfin, ça dépend de là où on vient, je crois. Exactement. Vous êtes donc le directeur général du MIM Promalo. Voilà. Voilà, de la mine Promalo. Merci. Et vous êtes là justement pour nous parler de la mine Promalo. Alors, première question forcément, c'est quoi la mine Promalo? La mine Promalo, c'est la mission de promotion des matériaux locaux. C'est une structure qui a été créée par le chef de l'État en 1990 et restructurée à la faveur des nouvelles dispositions législatives et réglementaires en 2018. La mine Promalo donc a pour mission de valoriser l'emploi des matériaux locaux dans le secteur de la construction et à cela à travers les produits de la recherche, parce que c'est d'abord une structure de recherche et de valorisation. Donc le chef de l'État à ce moment-là, lorsque le Cameroun traversait une passe très difficile dans les années 90, comme vous le savez, d'ailleurs c'était pas propre au Cameroun, c'était un contexte général. Le chef de l'État pensait que pour pouvoir en réalité apporter un souffle nouveau à l'économie nationale, il fallait que les Camerounais apprennent à consommer camerounais. Je crois qu'il y avait même un slogan dessus, consommons camerounais. D'ailleurs, c'est une vision qui est très chère au chef de l'État. Et c'est dans cette vision-là, dans le secteur de la construction, donc, le chef de l'État a créé la mine Promalo. Et dites-nous, quels sont les types de matériaux locaux que vous promouvez? Pourquoi aujourd'hui vous misez sur ces matériaux-là? Il y a plusieurs. Qu'est-ce qu'un matériau local déjà? Parce qu'il faudrait que les gens le sachent. Le matériau local, en réalité, c'est un matériau qui, dans sa constitution, a un maximum de 35% de matériaux qui ne soient pas, on peut dire, camerounais ou local. Donc ça veut dire que si vous fabriquez un produit où vous avez plus de 75%, je vais dire plus de 65% de matières premières qui est camerounais, alors ça veut dire que vous utilisez un matériau local. Et comment est-ce que vous pensez que la mine Promalo pourrait donc contribuer à la réduction des coûts de construction au Cameroun? La mine Promalo a deux volets, comme je dis, un volet recherche et un volet valorisation. Et la mine Promalo, dans son volet recherche, y compris recherche stratégique, fait des propositions au gouvernement sur un ensemble de choses. Je peux vous donner par exemple une situation que vous saviez peut-être, le fer par exemple aujourd'hui. Le Cameroun n'importe plus de l'acier. Et ça, c'est parce que le gouvernement camerounais a mis des mécanismes en place pour faire en sorte que le fer à béton, qui est un élément important pour la construction, soit produit localement. Et nous avons donc je ne sais pas si je peux citer, ils ne sont pas nombreux, des grandes sociétés comme Prométhane qui se sont installées au Cameroun avec des mesures incitatives. Aujourd'hui, je peux vous dire, le Cameroun exporte même le fer dans la sous-région Afrique centrale. Alors, et c'est pour cela qu'il y a déjà des projets structurants qui viendront accompagner cette structure-là, par exemple Prométhane, dans le cadre de la valorisation du fer de Malan, ainsi de suite. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. Il y a quelques années, par exemple, le Cameroun importait la quasi-totalité des carreaux qu'on utilisait au Cameroun. Et vous êtes sans ignorer une multinationale qui s'appelle Keda, installée à Kribi. Et cette multinationale-là produit du carreau désormais au Cameroun. Donc c'est un consortium qui a été mis en place avec beaucoup d'acteurs gouvernementaux, je crois y compris la SNH, qui fournit le gaz et d'autres acteurs. Et vous comprenez très bien qu'aujourd'hui, si vous allez sur le marché camerounais, vous allez vous rendre qu'il y a des carreaux made in Cameroun. D'accord. Alors on a d'une part le matériel local, on a des matériaux locaux et puis des matériaux importés. Alors quels sont les avantages de choisir donc évidemment, concrets, les avantages concrets, c'est que lorsque vous consommez camerounais, comme l'a dit le chef de l'État, et aujourd'hui il y a des faits, c'est que vous faites travailler des Camerounais. Ça veut dire que ça, vous créez un cycle vertueux. Parce que par exemple, Keda, qui est installé à Kribi aujourd'hui pour la production des carreaux, emploie des Camerounais dans son usine.
Et ça fait que les devises, la monnaie, je vais dire là, le CFA qui devait sortir pour aller acheter les carreaux dans l'un des pays amis, aujourd'hui cet argent reste au Cameroun. C'est-à-dire qu'en termes de balance commerciale, d'un point de vue macroéconomique, alors il y a une plus-value extraordinaire. Qu'à cela ne tienne, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais je pense que le Cameroun a avancé sur beaucoup de chantiers. C'est vrai que beaucoup reste à faire, mais au moins sur ce plan-là, il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées. Parce qu'il y a 7 ans, lorsque le chef de l'État a prêté serment, il y a 7 ans, KEDA n'existait pas. Les investissements, je prends juste 2 secteurs, les investissements qu'ont réalisé Prométal grâce aux mesures incitatives d'investissement au Cameroun, aujourd'hui, il y a 7 ans, ça n'existait pas. Et ces 2 entreprises seules ont créé des milliers d'emplois. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Voilà, il y a eu beaucoup d'améliorations. Alors, vous avez actif également, très actif d'ailleurs, au GERSIC, 9e édition, qui sont achevées, je pense bien hier, donc hier jeudi. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette édition? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette édition? Ouais, les GERSIC qui viennent de s'achever, je pense que la 9e édition a été l'édition en termes de niveau scientifique. Ça a été l'une des éditions les plus élaborées. L'innovation, voilà, il y avait la plupart des chercheurs, ils ont été récompensés. Effectivement. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut s'arrêter surtout sur ce qui a été fait et ce qui va être fait. Il est souvent bon de voir, surtout qu'on est à l'aube, je dirais, d'un nouveau septennat du chef de l'État, il est bon peut-être de savoir ce qui a été fait en 7 ans dans le monde de la recherche et ce que peut-être on pourra faire en 7 ans. Moi, je ne suis pas dans le cadre du RDPC, mais en tant qu'acteur qui participe au jour le jour dans le fonctionnement des choses, je peux quand même avoir une vision ou donner un petit point de vue dans ce qui a été fait dans le système. Alors, déjà, ces GERSIC ont réuni tous les acteurs de l'Afrique centrale et au-delà, a réuni l'ensemble des universitaires. Si vous êtes allé, par exemple, sur le stand de l'IRAD, vous allez vous rendre compte que il y a eu beaucoup de produits de la recherche, notamment en termes de semences améliorées, des semences contre-saison, parce que vous savez que nous ne vivons pas en autarcie. Et ce qui se passe ailleurs influence notre monde. Et nous vivons aujourd'hui les changements climatiques. Et il faut donc pouvoir permettre aux paysans, aux agriculteurs, de pouvoir semer même lorsque le climat change. Et par rapport à cela, l'IRAD a développé plusieurs spéculations et a eu plusieurs brevets d'invention qui sont la preuve que cela existe bel et bien. Aujourd'hui, certains pays même prennent des connaissances camerounaises pour les mettre en œuvre dans leur pays. En termes de recherche géologique et minière, je dirais par exemple, vous avez vu ce qui se passe à l'IRGM, beaucoup des projets structurants dont on parle aujourd'hui, le fer de Mbalam, ainsi de suite, et d'autres projets structurants qui sont censés apporter une plus-value importante à l'économie camerounaise, eh bien, ce sont des recherches préliminaires qui ont été, par exemple, réalisées par l'IRGM. Aujourd'hui, si les gens oublient, les gens oublient souvent des choses rapidement, c'est triste, c'est humain également. Je comprends parce que moi également, j'oublie beaucoup de choses. D'accord, voilà, merci beaucoup. Un conseil. Oui. Je n'ai pas fini. Vous n'avez pas terminé? Oui. D'accord, allez-y, terminez. Oui, je n'ai pas terminé. Par exemple, l'IRGM a présenté tout le mécanisme qui a permis le dégazage du lac Nyos et du lac Monoun, qui a créé une situation dramatique en son temps. Et aujourd'hui, ces 2 lacs sont sécures. Bon, parlons de la Mipromalo. Aujourd'hui, nous travaillons sur des nouveaux matériaux qui sont susceptibles non seulement de protéger l'environnement, mais aussi d'apporter une plus-value à l'économie nationale et en plus de créer des emplois. Pour ne citer que la Mipromalo, par exemple, dans le cadre de la formation des jeunes, par exemple, au cours des 7 ans, la Mipromalo a formé plus de 1500 jeunes à l'emploi des matériaux locaux. Parce qu'il se posait un problème dans le fond. Le problème, c'était, on disait aux gens d'utiliser les matériaux locaux, mais il n'y avait pas de techniciens sur place. Alors, il a fallu répondre à cette préoccupation-là. Nous avons, dernière chose, nous faisons actuellement la promotion. Oui. Nous faisons actuellement la promotion des ciments LC3. D'ailleurs, nous avons eu une très grande réunion grâce au MINMIT avec les différents acteurs, c'est-à-dire les cimentiers camerounais, pour utiliser une nouvelle technologie qui a été développée par la recherche, c'est-à-dire un ciment bas carbone qui permet d'importer de moins en moins du clinker. Et vous savez ce que le clinker nous coûte. Parce que aujourd'hui les cimentiers camerounais, je crois qu'à partir
à part la cimenterie du Nord Cameroun, les autres cimentiers importent du clinker. Donc nous offrons donc des solutions pour importer moins du clinker, créer d'emplois, plusieurs emplois au Cameroun et créer des devises pour notre pays, positiver la balance commerciale. Merci beaucoup, Monsieur Boubacar Likibi, pour votre intervention. Peut-être un petit conseil pour ceux-là qui hésitent encore à utiliser ces matériaux-là. Je dirais que les matériaux locaux, déjà, ce sont des matériaux éco-friendly, d'une certaine manière. Parce que, c'est ce que je vous ai dit, il fallait d'abord comprendre le concept. La première chose, c'est-à-dire, lorsqu'on produit, par exemple, du fer, je n'ai rien contre la Chine, ce sont nos amis, les Chinois, quand on produit du fer en Chine, on utilise la même quantité d'énergie, et après, il faut transporter ce fer pour le Cameroun. Nous polluons l'environnement. Si on produit le même fer au Cameroun, ça veut dire que, du point de vue environnemental, la pollution liée au transport est déjà zéro. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous créons des emplois locaux, ainsi de suite. Et les matériaux locaux, notamment la terre, c'est un matériau aujourd'hui qui est la plus éco-friendly possible. Pourquoi? Parce que sa production est à faible énergie, ça consomme très peu d'énergie. Et le confort thermique qu'on y trouve quand on est dans des bâtiments en terre aujourd'hui est meilleur que dans des bâtiments pur béton. Voilà. Voilà, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau, celui de Le Grand Soir. On va vous garder avec nous, avec votre permission, jusqu'à la fin de l'émission. Et d'ailleurs, nous parlions justement de ce sujet des embouteillages, même si vous nous disiez à l'entame au propos que vous n'avez pas vu ces embouteillages. C'est quand même un peu incroyable parce que pratiquement tout le monde ici peut quand même confirmer que depuis quelques temps, et particulièrement cette semaine, on a un peu plus d'embouteillages que d'habitude, ce qui empêche à tout un chacun de vaquer normalement et facilement à ses occupations. Oui, je voudrais quand même attirer l'attention de nos concitoyens. Parfois les faits sont là, mais il ne faut pas faire de la politique politicienne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le problème des embouteillages est un problème global dans le monde. Ce n'est pas un problème propre au Cameroun. Pour ceux qui se sont déplacés un tout petit peu dans le monde, ils vont se rendre compte que le Cameroun n'est même pas embouteillé. N'est même pas embouteillé. Je pourrais me permettre de le dire. Il y a des heures de pointe où, à Yaoundé, il est difficile de circuler. Bon, j'ai dit que tout à l'heure, je n'ai pas vu d'embouteillage parce que je suis venu d'un Simalène pour Efoulan. Donc, vous voyez. Et je voulais dire, j'ai dit cela pourquoi? Parce que il y a quelques années, un jour, j'ai failli rater mon avion quand il fallait arriver en Simalène, tout simplement parce que ça ne roulait pas. Ça ne roulait pas. Et je vous dis, bon, c'est pour rigoler, mais mon chef de mission, je l'ai vu, moi j'étais dans la voiture pour aller à Simalène et je vois mon chef de mission passer derrière une moto avec sa valise. J'ai dit, ben, moi je ne peux plus être dans la voiture. J'ai dit, moto, dépose-moi à Simalène. Donc c'est pour dire qu'au moins ça a changé. C'était aussi pour illustrer qu'il y a des progrès. Qu'est-ce qu'un progrès? Parce qu'il faut faire savoir ça aux Camerounais. Nous ne vivons pas au paradis. Il y a des progrès? Non, non, attendez. La définition du progrès par essence, c'est un léger mieux. Vous pouvez fouiller le dictionnaire, Larousse. Progrès veut dire léger mieux. La question qu'on devrait se poser aujourd'hui, à la veille des élections, est-ce qu'il y a eu progrès? Oui ou non? Alors, sauf si on est vraiment de mauvaise foi, on va se rendre compte qu'il y a eu des progrès. D'accord. Voilà, merci beaucoup pour votre point de vue concernant cette première mise en bouche. Mesdames, Messieurs, vous le savez, nous avons tout à l'heure justement le grand débat du soir qui nous permettra de parler de la présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun. Mais avant, nous allons vous permettre de souffler un tout petit peu. On se retrouve juste derrière pour la suite de l'émission. Bonjour à tous et à toutes sur Le Grand Soir. Vous nous regardez sur Info Télévision sur la 6 ou la 317. Non plus la 317, mais la 508 désormais de votre bouquet Canal Sat, également en direct de nos différentes pages Facebook et YouTube. Merci d'être parmi nous et merci d'être de plus en plus nombreux. Entrons donc de plein pied cette fois-ci dans notre grand débat du soir. Oui, nous parlons politique à travers la présidentielle prochaine, la présidentielle du 12 octobre 2025 qui arrive mais qui alimente déjà beaucoup, mais alors beaucoup de spéculations, beaucoup de débats. La question est celle de savoir, présidentielle 2025, le classement de 2018 peut-il
être bouleversé. Tout à l'heure, à l'entame de l'émission, je vous rappelais le classement de 2018. On se rappelle que le président Paul Biya était donc en tête, n'est-ce pas, parlant des voix. Ensuite, avec justement un pourcentage qui est à l'au-delà de 71%. Ensuite, on avait Maurice Kamto et puis Capra Libi, Joshua Oshi et tout le reste, voilà, qui venait. Alors aujourd'hui, on se pose la question, au vu des différents changements, on a de nouvelles personnes, on a beaucoup, mais alors beaucoup de changements. Est-ce que toutes ces choses-là pourraient donc arriver à changer ce classement initial? Avec nos panélistes sur le plateau, on essaie d'en parler. Et la première question que je m'en vais poser s'adressera au professeur Bilois, qui a reçu beaucoup de messages déjà par rapport au premier sujet. Alors, est-ce que vous pensez que le classement 2018 va être bouleversé ou pas au regard déjà de l'engouement que l'on peut observer autour de cette présidentielle? On a beaucoup d'engouement, on a beaucoup de candidatures, on a beaucoup de personnes qui s'allient, on est surpris par des coalitions, etc. Est-ce que vous pensez que cette année, les choses pourraient bouleverser? Les nouvelles personnes, Issa Chiroma, Bello Pumba, etc., des personnes qui n'étaient pas là en 2018. Quel est votre regard en général? Bon, c'est une bonne chose que la présidentielle suscite tant d'engouement. Ça veut dire que la démocratie est véritablement en marche et que les Camerounais s'intéressent beaucoup à la gestion de la chose publique. C'est une très bonne chose. Parce qu'on a souvent dit qu'à travers le monde, on observe une lassitude de la population vis-à-vis de la politique. Et là, on voit que cette élection présidentielle suscite beaucoup de passion de part et d'autre. Quand je partais de mon bureau, je crois qu'il y avait déjà 15 personnes qui avaient 15 candidats qui avaient déposé leur dossier de candidature à l'ECAM. Voilà. Et donc la date limite, c'est lundi. Oui. Lundi prochain. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, il y aura encore d'autres candidats. Il y aura d'autres candidats. Maintenant, pour répondre à la question que vous me posez, à celle de savoir si il y aura un bouleversement dans l'ordre des candidats arrivés au résultat de l'élection présidentielle, je pense que le président Paul Biya sera toujours en tête. Ça, c'est évident. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer après le président Biya. Je ne sais pas ce qui va se passer après le président. Parce qu'il faut remarquer qu'en 2018, il n'y avait pas de poids lourds comme Bello Pumba. Qu'on le veuille ou non, c'est un poids lourd. C'est quelqu'un qui c'est le premier ministre du président Biya. Il a été le ministre d'Amadou Ahidjo. Il a roulé sa bosse. Donc, il a des gens qui sont quand même derrière lui. Il a des mairies, il a des députés, il a des conseillers régionaux. Donc, je ne sais pas quel rang il va occuper, mais ça va être extrêmement difficile pour les gens qui n'ont pas son historique. D'accord. Bon, donc, je ne sais pas. Je pense aussi que quand on regarde le paysage politique à Monde, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là. Hein, vous avez le maire de Pitoa qui a créé son parti, All Cameroonian Congress, comment il s'appelle, Ousmane Aman Sali. Son surnom c'est Yerima Dewa. Yerima, ça veut dire le prince. Bon, donc son nom c'est Ousmane Aman Sali. Donc vous voyez que la formation politique qu'il a quittée, forcément, elle est affaiblie. Parce que Ousmane Sali a une grosse fortune, une très grosse fortune, et il se dit que c'est lui qui finançait son ancien parti politique. Vous avez également le député Salman Amadou Ali, qui a quitté son ancienne formation politique et qui a créé une autre formation politique qui s'appelle le Rassemblement populaire. Donc, logiquement, étant donné la popularité de Salman Amadou Ali, la popularité de Ousmane Sali,
les fortunes que ces deux-là ont, vous voyez que ce parti-là, il va être terriblement affaibli. Parce que Salman était le seul représentant de ce parti à l'extrême nord. En toute probabilité, le parti que Salman a créé a déjà annoncé qu'il apportera son support au candidat du RDPC, au président Paul Biya. Donc vous voyez que beaucoup de gens vont avoir de grosses difficultés à gagner à l'extrême nord. Et vous savez que quand vous avez gagné à l'extrême nord et vous avez gagné au centre, vous avez gagné l'élection présidentielle. Quand vous voyez donc les candidats, celui qui est susceptible de gagner à l'extrême nord, c'est celui qui a toujours gagné à l'extrême nord, c'est-à-dire le président Paul Biya. Celui qui a toujours gagné au centre, c'est le président Paul Biya. Donc, il ne fait aucun doute que le président Biya viendra en tête. Parce qu'il va gagner à l'extrême nord, il va gagner au centre, il va gagner au sud, il va gagner à l'est, il va gagner au sud-ouest. Vous pensez que quel autre candidat pourrait gagner dans ces régions? Maintenant, oui. Les autres, je ne sais pas ce qui va arriver. Franchement, je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va arriver. Parce que quand vous voyez les difficultés que certains candidats ont déjà monté le dossier de candidature, c'est une indication de ce qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés pour être élus. D'accord, professeur. Bon, je suis sûr d'une chose, le président Paul Biya sera en tête de l'élection présidentielle. Merci. Mais je ne peux pas vous dire qui sera le deuxième. D'accord, professeur. Nous avons bien pris note de votre avis sur cette question. C'est votre première prise de parole. On reviendra vers vous. Et vous faites bien justement de mentionner cette partie de dépôt de candidature parce que les années précédentes, ce n'était pas véritablement le même engouement qu'on pouvait constater. Cette année, on a l'impression que le dépôt déposer sa candidature est devenu comme une sorte de, on va dire, de meeting. On peut voir beaucoup d'effervescence. On a vu Camto, on a vu Cabral, lui, qui a envoyé justement son équipe avec Laurent Foster. On a même vu Joshua du côté de Bamenda qui marchait, qui faisait le tour, n'est-ce pas, des rues avec des foules justement qu'il suivait. Mais pourquoi est-ce que cette année, ça attire autant de monde contrairement à l'année 2018? Viviane, quelle est la symbolique? Rendez-vous compte que autour de ce grand débat politique existe un débat sur l'âge du président de la République. Également sur la durée que l'actuel chef de l'État a eu à faire en tant que chef de l'État. Ces deux débats mis ensemble viennent donner un tout petit peu plus d'engouement, n'est-ce pas, à la ferveur que nous observons. Parce que beaucoup, à la base, ont juré qu'à 92 ans, ils refuseraient de se reporter candidat jusqu'à ce qu'il ait donné, n'est-ce pas, ses orientations et pour les clarifier plus tard avec le dépôt effectif, n'est-ce pas, de cette candidature. Alors, également, nous devons dire avec assurance et garantie que toutes les candidatures qui sont déposées aujourd'hui, demain, d'ici à lundi, toutes ces candidatures ne sont pas des candidatures déposées pour être acceptées. Beaucoup savent ne pas être en train de remplir les conditions, mais choisissent quand même de déposer des candidatures parce que l'ECAM n'a pas compétence au vu de la loi, n'a pas la compétence de refuser la réception d'un dossier. Il faut recevoir les dossiers avant de les traiter et voir ce qu'il y a à rejeter, ce qu'il faut admettre. Lorsque vous avez donc ce côté, ce pan qui est très important parce que beaucoup de gesticulateurs là se disent qu'il faut trouver l'occasion pour certains de se faire connaître, hein, parce qu'il ressort certains noms là qui ne se sont engagés en politique qu'hier soir. Prenons cela avec des guillemets.
malheureusement... C'est pour se faire connaître aussi. Malheureusement, puisque la loi leur donne en tant que citoyens le droit de déposer candidature et de candidater, cela passe. Mais, dans le fond, est-ce que le classement de 2018 pourra être bousculé ou restera le même? Je vous dis que ce sera un classement purement différent. Purement différent parce que entre 2018 et aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Il y a eu des vertes et des pas mûres. Vous avez des personnes qui nous ont dit un soir, nous n'irons pas à ces élections. Le lendemain matin, on dit, nous irons. Avec les mêmes textes, avec le même environnement et autres. Vous avez des personnes qui hier n'étaient que candidats à la présidentielle, n'étaient pas encore députés, qui sont devenus des députés, des sénateurs, et qui ont passé 7 ans à engranger ce qu'on va appeler le trésor de guerre. Ce n'est pas à prendre à la légère. Ces personnes qui sont devenues... j'étais candidat député en 2020. J'imagine qu'entre 2020 et aujourd'hui, si j'étais passé comme cela avait été prévu, aujourd'hui, je ne serais pas arrivé ici en moto. Alors, c'est rappeler que, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui vont influencer sérieusement, impacter sérieusement sur cette élection. Sauf que je risque, au vu, en attendant que les candidatures qui vont être acceptées conformément au code électoral soient acceptées, je risque de pencher pour un score un tout petit peu plus lourd de l'actuel chef de l'État. Parce que lorsqu'on voit la division de l'opposition qui donne une impression d'être en train d'organiser un peu de rang serré, vous allez accepter que j'emprunte une fois de plus ce terme. C'est quand même un prof, nous n'avons pas l'occasion tous les jours de l'avoir sur ce plateau. C'est encore du saupoudrage. Parce que vous ne pouvez pas, à la veille d'une élection aussi cruciale que celle de 2025, rentrer dans de la gesticulation politique. Non. L'élection présidentielle n'est pas une élection où on a besoin de pantins, où on a besoin de blagueurs. C'est une élection où on a besoin de citoyens qui ont fait des preuves, qui ont un parcours lucide, lisible, visible et palpable. Lorsque vous ne l'avez pas, il ne sert à rien de venir nous divertir. Laissez le peuple se concentrer, lire l'environnement social actuel, regarder l'état et les avatars du parti politique qui a géré pendant 7 ans ou alors 43 ans, permettre aux citoyens d'avoir la lucidité politique de choisir le meilleur candidat. Et pour être le meilleur candidat, il faut avoir un parcours qui est un parcours convaincant. Aujourd'hui donc, et je conclus par là, je vous en remercie, princesse. Alors, aujourd'hui, nous savons que le fait pour un candidat qui a passé le temps à nous faire de la gesticulation juridico-politique sur le mandat impératif et qui a abandonné une fois de plus son bateau pour aller rejoindre un bateau inactif, un bateau avec qui les visions sont totalement contradictoires, cela donne davantage à comprendre que celui-là qui était deuxième à l'élection présidentielle de 2018 a perdu beaucoup de plumes, il a perdu beaucoup de généraux et de colonels autour de lui. Il manque aujourd'hui de repères, raison pour laquelle il s'est retrouvé là où on l'attendait le moins. D'accord, en tout cas, merci beaucoup pour votre point de vue avec Méfiré Abakar ce matin, notre sociologue. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait justement un fort taux d'abstention également en 2018. Hein, c'est toujours au niveau de la comparaison. On a eu 3 millions de Camerounais justement qui n'avaient pas voté. Est-ce qu'on regarde donc de cet engouement pour cette année 2025 vous avez l'impression, vous pensez que les Camerounais sont plus engagés à voter cette année? Viviane, commençons d'abord par dire que si nous tenons compte du contexte politique qui est le nôtre, du climat sociopolitique qui règne actuellement au Cameroun,
de l'air du temps politique du Cameroun, il devient extrêmement difficile, voire dangereux de prendre la parole lorsque vous n'êtes pas, on va le dire comme ça, aligné comme les autres. Parce que quoi que vous allez faire, on vous met dans un camp. D'ailleurs, je suis extrêmement inquiet. Vous voyez, peut-être quand des opposants ont pour première cible un opposant. Vraiment, c'est difficile, vraiment. Mais nous allons modestement essayer quand même, parce que nous, on a essayé de garder, on peut le dire comme ça, modestement, une casquette de scientifique pour essayer de rester là, dans cette logique qui n'est pas partisane. L'une des premières choses qu'il faut dire, Viviane, c'est qu'en réalité, relativement à la question que vous avez posée, justement, le climat politique au Cameroun a, dans un contexte autocratique, je pèse bien mes mots, a créé une classe politique générale qui ronronne et dont les ronrons finissent par menacer d'épuiser le petit peuple. Parce que, Viviane, vous l'avez dit, si nous restons sur la base des faits, on peut le dire clairement, on a observé que depuis 2018, Elekam ne se bat plus seul, mais vous avez pratiquement l'ensemble de la classe politique qui met la main à la pâte pour pouvoir assurer les inscriptions sur les listes électorales. Question justement, on va dire comme ça, de rendre un peu plus intéressant et crédible notre élection. Mais ce que nous observons, c'est que Elekam lui-même dit le potentiel électoral au Cameroun, c'est dans les 15 millions minimum. Mais après tout ce qui a été fait, l'ensemble de la classe politique, comme on a dit, ils ont travaillé ensemble, entre guillemets, nous mettons bien les guillemets, mais ce qu'on observe, c'est qu'au bout du compte, on n'a pas 10 millions d'inscrits. Nous parlons encore des inscrits. Si nous prenons ça, vraiment, nous avons la réponse claire à votre question. Ce que les ronrons de l'ensemble de la classe politique finissent justement par désintéresser le petit peuple. Si nous sommes, c'est pas statistiquement peut-être à 8 millions d'inscrits, il n'y a aucun doute. On n'a pas besoin d'être un ingénieur en statistique pour vous dire que les 8 millions ne voteront jamais. Ce qui veut dire que d'un point de vue de la sociologie électorale, on peut encore dire que oui, il y aura élection, parce que, et à la fin, on va dire, vous savez que de nombreux sociologues, dans leurs travaux, démontrent que une élection, pour qu'on dise qu'il y a élection, il faudrait qu'au départ, il y ait des acteurs peut-être divisés, mais que le peuple soit véritablement intéressé. Et l'un des paramètres de l'unité de mesure, c'est le nombre d'inscrits qui va favoriser également de voir combien de personnes ont voté. Mais nous allons voir qu'une fois de plus, sur les 8 millions peut-être d'inscrits, on aura la moitié, si c'est bien, qui vont voter. Ce qui est la preuve de ce qu'il n'y a pas encore véritablement un engouement, une conjugaison justement entre... moi j'ai été bien impressionné par la démonstration qui a eu à faire la distinction entre la politique elle-même et la politique politicienne. Moi, je reste un peu aristotélicien. Parce qu'Aristote disait que si vous êtes un citoyen, vous ne vous intéressez pas à la manière dont votre société est gérée, c'est que vous n'êtes plus un citoyen. De ce point de vue, nous sommes un homme politique au Cameroun parce que nous nous intéressons modestement à la manière dont notre pays est. Mais nous nous méfions des logiques politiciennes. Vous voyez là, cette trajectoire, parce qu'il le dit, on peut le dire également, de nombreux politologues ont démontré que dans toute trajectoire autocratique, même si vous faites comment, on arrive à cette société profondément divisée. Vous voyez là, madame, qu'on le veuille ou pas, prenez l'ensemble de ceux qui se sont déjà déclarés, par exemple. Vous allez voir, vous le sentez déjà ici sur le plateau, j'ai un opposant qui a pour première cible, il frappe, il fouette, il soulève un autre opposant. Monsieur, j'avais encore la parole. Je voudrais dénaturer les paroles d'un sage que je suis. Je pense que ce que j'ai dit ne devrait pas blesser les sensibilités du sociologue s'il reste en tant que sociologue. Mais comme nous savons également avoir des sociologues partisans, on peut comprendre que le fait je vous prends à témoin. S'il vous plaît, ça ne va rien enlever. C'est mon jeu, qui m'a rien refusé. Je vous remercie. Justement, nous essayons de dire que, madame, nous sommes, on dit comment, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On est pratiquement sûr que dans cette logique, on a dit autocratique, vous avez vu, la société est profondément divisée. C'est d'ailleurs ça qui fait que, prenez candidat par candidat, vous allez voir que cette société de suspicion généralisée, de division profonde, a fait qu'il n'y a aucun candidat qu'on peut vous présenter comme étant propre. Chacun a ses casseroles, parfois fabriquées ou qui s'est fabriqué. Et malheureusement, ça salit totalement le climat politique. Comme nous disons,
Prenez, vous savez d'ailleurs que même dans le camp du professeur, du recteur Edmond Biloa, vous voyez aujourd'hui, on ne peut pas dire. On estime jusqu'aujourd'hui, vous avez des acteurs non négligeables qui doutent sur la véracité de la candidature de l'homme lion. Beaucoup d'autres étant même du parti, si c'est vraiment le président Paul Biya qui s'est déclaré candidat, parce que certains soupçonnent depuis, dans ce contexte qu'on a dit d'autocratie, qu'il y a des gens qui ont fait même pas sur le pouvoir et qui veulent pérenniser ce système. Donc ils estiment que ce n'est plus l'homme de 92 ans qu'on a présenté, qui est vraiment le candidat, mais qu'il y a d'autres logiques politiciennes justement qui veulent maintenir, utiliser le nom du président pour justement continuer à utiliser. Au bout du compte, nous observons donc que si nous prenons le peu par rapport à votre question d'un côté, et cette logique, on peut dire que vraiment cet intérêt n'est pas encore visible parce que première unité de mesure, nous avons dit le nombre d'inscrits. Et au bout du compte, on n'a pas besoin de lire dans une boule de cristal. On peut être sûr, parce que c'est la science, que sur les 8 millions de potentiels inscrits, les 8 millions n'iront jamais voter. C'est-à-dire que si nous prenons la barre de 15 millions de potentiels électeurs, et on dit que peut-être 4 ou 5 millions vont aller voter, on peut donc dire clairement que statistiquement, le chiffre n'est pas congruent avec ce qui devrait être la réalité politique. Relativement donc à la question, moi je pense que madame, la situation actuelle nous exige en réalité deux lectures. Mais la première réelle lecture, c'est que, vous savez qu'au Cameroun, il n'y a pas de consensus lorsqu'on parle des élections. L'ensemble des opposants, même des opposants du pouvoir, comme eux-mêmes ils disent, estiment que le système actuel, justement, a déjà faussé les jeux. Parce que vous avez un côté qui a la bille centrale, tous les assistants, même les porteurs de balles, ce qui fait qu'on peut être sûr qu'au lendemain de ces élections, comme d'habitude, le candidat du pouvoir sera déclaré élu, il y aura des contestations, et d'un point de vue la sociologie électorale, on peut dire qu'il n'y aura pas véritablement d'élection. Certains vont dire qu'on est encore de parti pour le oui et le yes. Donc l'élection entre le oui et le yes, où il y a déjà un camp qui a tout. Parce que vous voyez, c'est au moins la logique qu'on peut interroger. L'ensemble de tous ceux qui vous disent qu'ils vont gagner, puisque tous ceux qui déposent là nous disent qu'ils vont gagner. C'est les mêmes qui, il y a 2 ou une semaine, disaient que le système électoral ne favorise pas une véritable élection. On va prendre, déjà, j'aimerais savoir M. Boubacar. Voilà, Boubacar Likibi, est-ce que vous partagez son avis? Parce que... Non, c'est impossible. Non, vous savez que, madame, permettez-moi, vous voyez là, il fallait au moins un autre temps. Pourquoi on ne soupçonne pas d'avoir un plateau? Je n'ai pas le droit. Vraiment, on vous aide, vraiment. Pourquoi on ne dise pas qu'on est en train de faire la campagne d'un parti sur votre plateau? Alors, on avait une dame qui devrait être également sur le plateau. Je suis proche du professeur Edmond Biloa. Le parti là. Aussi. Vous permettez encore qu'on fasse l'analyse. Je ne sais pas de qui vous parlez. C'est pas bon. Non, les amitiés ne finissent pas comme ça. D'accord, on va écouter à présent M. Boubacar, le directeur général de la MIPRO Malo, voilà, qui a décidé de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ok, merci de me donner la parole. La question de savoir si je partage ces analyses, je dirais en partie. En partie quand même. Oui, en partie, parce que dans ce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses qui tiennent la route et il y a des choses qui tiennent moins la route. Donc ça fait que... D'ailleurs, c'est même ça aussi, la démocratie. Et vous savez, ce que je retiens, c'est ma première fois d'intervenir vraiment dans un plateau, sur un plateau télé sur des questions similaires. Et c'est intéressant. Vous vous adaptez très bien. Oui, c'est intéressant parce que si je me souviens de certains passages du président actuel, son Excellence Paul Biya, il disait à la question de savoir, Monsieur le Président, si vous quittez le pouvoir un jour, qu'est-ce que vous voudriez que les Camerounais retiennent de vous? Il a dit que j'ai apporté la démocratie. Et ça, c'est le reflet même de la démocratie. Parce que vous dites, vous avez parlé de l'engouement, de la pluralité de points de vue et de discours. Et aujourd'hui, des nouveaux partis qui se créent, ce foisonnement, ce dynamisme de la vie politique témoigne à suffisance, au moins c'est cet aspect des choses qu'il a déclaré il y a quelques années. Je pense que cet objectif est peut-être, je peux dire, certainement atteint. Mais comme la démocratie, c'est un processus en réalité, on ne pourra dire nulle part, sans être expert de la question, je parle avec beaucoup de réserve, sans être expert de la question, on ne pourra dire dans aucun pays du monde qu'on a achevé avec la démocratie. C'est pour cela que vous allez suivre dans certains grands pays qui sont dits
démocratique, on va parler tantôt du recul de la démocratie, parfois des avancées de la démocratie. Donc c'est pour témoigner à suffisance qu'il s'agit d'une dynamique et un processus. Et je pense que ce processus-là, comparé à il y a quelques années, c'est-à-dire aux années 82, si on prend ces 40 ans, c'est la question, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a eu des avancées démocratiques au Cameroun? Franchement, je dirais, sans risque de me contredire, qu'il y a eu des avancées. C'est pour cela qu'il peut y avoir des débats sur des chaînes. D'ailleurs, même l'existence de votre chaîne de télé est une preuve de démocratie. Et c'est pour cela qu'il y a tous ces débats sur les mandats impératifs, les termes compliqués et tout ça là pour nous autres, pour le citoyen lambda. Parce que je risque de dire que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Bon, en tout état de cause, le contexte politique, il est très dynamique. Est-ce que il y a un engouement? Oui, il y a quand même un certain engouement pour beaucoup de petites choses que j'ai pu relever. Les enjeux importants pour cette élection. Parce que, vous savez, les Camerounais formulent un ensemble d'inquiétudes et en même temps d'espérance. Ils ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de stabilité. Et pour ça, souvent les êtres humains ont tendance, quels que soient les discours, comme ils ne sont pas dupes, à aller vers la personne qui leur offre plus de stabilité. Quel que soit ce qu'on peut penser, quel que soit ce qu'on peut dire, on observe beaucoup de choses aujourd'hui, toujours liées à la démocratie que le président Biya a apporté au Cameroun, les démissions fracassantes que nous avons eues. On peut s'interroger sur la crédibilité de ces démissions. Vous voyez? Mais on se rend compte que là, certains démissionnaires, en réalité, pour des observateurs pas très avertis comme moi, on se dit, mais ces gars ont démissionné pour revenir renégocier. On a même des alliances qu'on n'attendait pas. Pour revenir renégocier dans plus gros ou un truc comme ça. Bon, heureusement que dans leur propre parti, certaines personnes ont compris ce jeu et on a vu des décisions. Mais ces opposants, entre guillemets, aujourd'hui, qui sont aux affaires, je m'attendais à ce que, si on fait le bilan, par exemple, de celui qui était très récemment à l'emploi et à la formation professionnelle, qu'on dise que ce bonhomme, il a révolutionné les emplois au Cameroun. Certes, il y a eu des progrès qui sont liés à la dynamique gouvernementale, mais lui, en tant que personne, est-ce que son passage a apporté quelque chose d'extraordinaire? Je n'attaque pas ces candidats. Mais il y a un qui était au tourisme. Non. Il y a un qui était au tourisme. Est-ce qu'aujourd'hui, après 30 ans de règne au tourisme, est-ce que le Cameroun est devenu une destination touristique? On peut se poser ces questions. Je laisse le peuple répondre. Je peux prendre l'exemple de tous ces candidats-là. Et c'est pour cela que le Camerounais averti, le Camerounais sage, préfère la stabilité. Ça, c'est une chose. Et puis, ça, moi, j'essaie de... Je pense que le travail à faire pour les années à venir, c'est de créer une société de confiance. Et c'est ça. Parce que souvent, des gens, je vais prendre plusieurs exemples. Il y a par exemple, quand il y avait le projet au Lembe, je suis impliqué ni de près ni de loin. Alors, un jour, j'ai lu dans la presse que non, un camion de sable dans le cadre du projet au Lembe coûtait 600 000. 700 000, voilà. Mais moi, en tant qu'ingénieur, j'ai trouvé ça ridicule. Mais ça se disait sur les plateaux. Ridicule pourquoi? Parce que dans un grand chantier, on n'évalue pas les camions de sable. Ça, c'est la première chose. Bon, maintenant, la deuxième chose. Est-ce que c'est un camion de 2 tonnes? Est-ce que c'est un camion de 3 tonnes? Est-ce que c'est un camion de 50 tonnes? Parce que nous savons qu'il y a des camions qui peuvent porter 100 tonnes de sable. Donc, si on reconnaît qu'un camion de 20 tonnes coûte 200 000, c'est lui qui peut porter un camion de 100 tonnes peut coûter 1 million de francs CFA. Mais malheureusement, c'est des gens, des profanes, qui n'ont aucun élément aussi bien technique d'appréciation. Et puis autre chose. La mauvaise foi. Il n'existe aucun marché dans notre pays où on quantifie les ouvrages par camion de sable. Parce que les marchés de génie civil, on va le facturer en mètres carrés, en mètres cubes de béton de tel type. Et bizarrement, ça a marché. Non, à Olembe, là, ils ont volé l'argent. Je ne dis pas que... Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Je ne suis mêlé ni de près ni de loin. Mais je prends juste un exemple qui a fait l'objet
de tellement de débats, alors que la base même de débat était faussée. Il s'agit là du sophisme. Vous, les sociologues, vous savez de quoi je parle. Les gens aujourd'hui au Cameroun prennent un semblant de réalité, ils le présentent aux Camerounais pour salir un système. D'accord, on va donc revenir sur la question centrale voilà, de cette thématique. Est-ce que le classement de 2018 peut être bouleversé, peut-être changé? Est-ce que voilà, il n'y aurait pas un outsider justement en 2025 qui pourrait peut-être redistribuer les cartes en 2025? Est-ce que vous vous envoyez je sais que vous n'êtes pas la personne la mieux placée pour répondre, mais voilà. Est-ce que vous en voyez quand même? Il peut répondre, comment? Parce que... Il est Camerounais, non? Défendez-vous. Sans défense, parce que nous sommes d'abord des citoyens, avant d'avoir acquis une profession et des convictions politiques. La logique ici est de lire ce qui est visible, ce qui est palpable, et d'en donner un point de vue. Par rapport à ce classement auquel vous tenez tant, je voudrais, et je l'ai dit... Je n'y tiens pas tant. Bon. Je l'ai dit longtemps, mais vers la chute tout à l'heure, j'ai dit, et je le répète, que l'actuel chef de l'État a de fortes chances de passer de 71% à 81%. Et d'ailleurs, le ministre Momo, président national du PADEC, a donné des explications assez larges là-dessus, n'est-ce pas, lors de certaines interviews récents. Parce que les éléments justificatifs sont là. Le second, qui drainait une certaine foule en 2018, a perdu des ailes. Je l'ai dit. Ce sont des réalités. Il ne s'agit pas ici d'aller contre X ou Y. Nous parlons des faits. Les faits sont que Célestin Djamène était un de ses généraux en 2018. Aujourd'hui, il n'est plus là. Le maître Michel Ndoki était un de ses généraux. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Ils sont une vingtaine à être encore en prison, compétents pour apporter des éléments compétitifs pour 2025. Ils sont emprisonnés. Ils sont nombreux à être partis de ce bateau qui, finalement d'ailleurs, ce bateau dont je parle, est abandonné par ce capitaine pour aller rejoindre le bateau de quelqu'un d'autre. Avec ces éléments, je voudrais que nous restions là. Il ne peut pas, en l'état actuel, être deuxième avec le même score. C'est impossible. S'il arrive par inadvertance qu'il soit deuxième, nous savons... Oui, de manière... non scientifique. Non scientifique. Alors, merci que ce sociologue nous permette d'exprimer nos choses avec notre discours et notre langage politique. Alors, je disais que s'il devrait arriver deuxième, ce serait avec un score pas loin de 6. Et nous en avons eu ces scores dans ce pays. On a eu en 2012 un candidat qui avait le vent en poupe. Et à cause de ses comportements du dilatoire en dilatoire, en 1997, il avait perdu près de la moitié, sinon un peu plus. Mais vous savez, parlons du RDPC quand même, hein, on a l'impression, on peut le constater, tout ce que ce soit sur les réseaux sociaux, partout, qu'il y a une plus grosse critique cette année sur non seulement le RDPC, mais également sur son candidat. Est-ce que cela ne vous fait pas un peu peur quand même? Non, pour ce qui me concerne, cela ne devrait me faire ni chaud ni froid. Pourquoi Vanessa, je suis en train de lire ici... Andrea, je vous en prie, je suis en train de lire ici une situation qui est factuelle. Le reste là, ce sont des supputations. Vous comprenez? Nous sommes politiques. Habituellement, je m'habille dans la casquette de la société civile. Aujourd'hui, vous avez bien voulu que je porte la casquette politique. Je fais mon événement avec ça. Alors, nous avons la logique de dire qu'en politique, parfois on peut prêcher du faux pour avoir du vrai. Alors, avoir organisé, par exemple, le débat sur le mandat impératif pendant... Nous l'avions dit au début et nous le disons à la fin. Parce qu'aujourd'hui, il nous donne raison, nous qui sommes en rien des juristes
mettez, c'est-à-dire que là-bas, quand on a le pape de l'autre côté, vous êtes des incompétents. Alors, ce mandat impératif, nous l'avions dit ici, au début. Il y a eu une émission où nous sommes passés par ici. J'ai dit, pour ce qui concerne ce débat, c'est un débat inutile, parce que c'est du dilatoire. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes dans cela. Donc, pour lui, on dit ce que, merci de me permettre de chuter, on dit que ça ne peut pas, il ne pourra pas passer. Par contre, nous avons, et le professeur l'a dit tout à l'heure, un costosor de la scène politique, dénommé Bello Bouba Maïgari, avec une expérience puissante qui va, à coup sûr, bousculer les lignes. Il peut être deuxième, il peut être troisième, mais s'il va comme candidat, il va peser. Après lui, les autres vont se partager certainement les 3% habituels qui restent. Et puis voilà. On a quand même justement la présence de beaucoup de jeunes sur le terrain, mouvement 1 million de jeunes, mouvement 100 millions de jeunes, on a le mouvement de Manaouda Malachi également, mouvement Paul Biya jusqu'à la gare. Tout cela certainement pourrait contribuer également à faire changer les choses. Et puis l'autre point de la question a été justement celle de savoir pour les jeunes qui pensent que l'alternance n'est qu'un rêve, n'est qu'une illusion, qu'est-ce que vous leur dites? Non, mais il n'y a pas de jeunes qui pensent que ce n'est qu'un rêve. Beaucoup le disent. Non, écoutez, une grande frange de la population camerounaise est jeune. Je peux vous dire que presque 60% de la population camerounaise a moins de 30 ans. Donc, l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Et le président Paul Biya ne s'est pas trompé. Dans son mot de déclaration, il a dit le focus de son mandat, ce seront les jeunes et les femmes. Ce sont les catégories les plus nombreuses. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les présidentielles à travers le monde, c'est qu'on gagne difficilement une présidentielle quand on se présente pour la première fois. Généralement, les gens qui ont gagné l'élection présidentielle, ce sont des gens qui se sont présentés plusieurs fois. Combien de fois François Mitterrand s'est présenté? Combien de fois Jacques Chirac s'est présenté? Combien de fois Abdoulaye Wade s'est présenté? Joe Biden lui-même, il a été candidat plusieurs fois. Voilà, donc ça demande un minimum d'expérience. Ça demande aussi que le peuple soit déjà habitué à votre idéologie, à vous, votre personnalité. Parce que la personnalité compte beaucoup. Même le président Trump. Oui, Trump lui-même. Donc, la personnalité d'un candidat à la présidentielle est très, très importante. Donc, il est extrêmement difficile qu'on parte comme ça de nulle part et qu'on gagne la présidentielle pour la première fois. Bon, les pays, les États en général, les nations, les États sont conservateurs. Ils ont besoin d'un minimum d'assurance pour vous donner la magistrature suprême. Maintenant, il y a des candidats extrêmement sérieux. Bello Bouba, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un a passé 30 ans au gouvernement et puis un jour vous vous levez, vous dites qu'il est incompétent. S'il a passé 30 ans au gouvernement, c'est parce que quelqu'un qui avait le pouvoir a jugé qu'il était compétent. D'accord. Maintenant, c'est à lui de prouver qu'il peut transposer cette compétence à la course pour la présidence. C'est à lui de le prouver. Maintenant, il y a des gens qui ont des compétences dans d'autres domaines. N'est-ce pas? Vous pouvez être un grand ingénieur, vous pouvez être un grand professeur de faculté, mais quand on voit votre comportement, on se demande si vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle. Il y a d'ailleurs un débat qui va revenir, n'est-ce pas, qui sera aussi houleux que le débat sur le mandat impératif. Parce que vous ne pouvez pas... la loi au Cameroun dit que pour authentifier un document, il faut aller chez le sous-préfet. Chez le sous-préfet, le préfet ou le gouverneur. C'est-à-dire un officiel de l'administration territoriale. Maintenant,
vous connaissez le droit, vous allez faire ça chez un commissaire. Le débat va revenir. Le débat va revenir. Et les professeurs de droit, ils vont bien nous expliquer comment un commissaire peut faire le travail qu'un officiel de l'administration territoriale peut faire. Ce débat-là va revenir. Il y a un autre débat qui est en train de couvrir en ce moment. Celui selon lequel, pour démissionner d'un parti, vous devez signifier votre démission au gouverneur. Le gouverneur a 15 jours pour notifier le MINAC. Par un acte notarié. Par un acte notarié, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous devez aller chez le notaire et le notaire voit bien que vous avez démissionné. Et c'est le notaire qui... moi, je ne suis pas juriste, hein, j'ai fait les sciences sociales, mais pas le droit. Allez-y, terminez. Voilà. Donc, il y a un autre débat. Il y a un autre débat. Et quand vous voyez ce genre de choses, vous vous demandez, mais comment? Où est le sérieux? C'est ça qu'on appelle un grand professeur. C'est ça qu'on appelle un grand professeur. Donc, un grand professeur doit être méticuleux. Donc, il va falloir que les Camerounais se prennent au sérieux. Les Camerounais se prennent au sérieux. Et quand on va mettre tout ça sur la place publique, il y a des gens qui vont essayer de tribaliser le débat. Parce qu'ils sont déjà en train de monter la meute pour dire que voilà, si j'étais du Sud, on accepterait ma candidature. Ou si j'étais du Centre, on accepterait ma candidature. Ou si j'étais Peul, on accepterait ma candidature. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut respecter les lois et les règlements de la République. Merci, professeur. On va prendre quelques réactions à présent. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, on vous redonnera la parole, s'il vous plaît, monsieur le directeur général. Alors, bon panel, madame le PDG est-il camerounais? Je doute fort, attendant de voir les plus nombreux ne sont pas ceux qui ont voté, qui ont volé notre argent pour aller donner au col blanc. Suivez mon regard, Thomas. D'accord. Alors... Pourquoi il pose une telle question? Je ne sais pas. Hein. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, c'est le délit de faciès. Vous êtes camerounaise? Comment? Parce que vous êtes peut-être moins noir, on va dire que vous n'êtes pas camerounaise? Je ne sais pas ce quoi se passe. Donc, en tout cas, on poursuit avec les messages. Merci, professeur. Bonsoir. Madame, pourquoi vos panélistes ont-ils peur de Maurice Kamto? Quelqu'un ici a peur Non, parce qu'on a l'impression qu'on fait la campagne. On n'a pas peur de lui. Nous sommes mariés. C'est ça. Vous sortez de votre silence. La lecture froide d'une situation. Quand les gens sont sérieux, on dit qu'ils sont sérieux. Alors, bonsoir Madame Andrea. Votre plateau est déséquilibré et ne vous faites pas le sentiment des Camerounais. Ah, d'accord. Ok, c'est votre point de vue. Merci. Votre message. Bonsoir à vous sur le plateau. Pourquoi autant de fixation sur certaines personnes? J'espère que, puisqu'il faut appliquer la loi, le RDPC ayant 2 candidatures, la loi va suivre? Oui, la loi va suivre parce que, justement, l'un des documents qu'on demande, c'est l'investiture du parti. Si vous êtes candidat d'un parti, vous devez être investi par le parti. Et on demande les statuts et les règlements du parti. N'est-ce pas? Les statuts du RDPC disent que le président national du parti est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Donc, lui, il viole déjà l'article 27 alinéa 3 des statuts du parti. Est-ce que c'est déjà même un militant du RDPC? C'est la question qu'on peut se poser aussi. C'est ça. Alors, bonsoir à vous. Il est judicieux à la désignation impérative. Je souligne qu'une élection présidentielle ne se meut pas... voilà, on va aller doucement, merci. D'abord, on va lire le premier message. Ne se meut pas dans une redondance de conjugaison de la sorte à ce qu'un résultat passé se réobserve de là. Cette question n'a pas de couverture, surtout qu'il s'agit d'élections présidentielles. La présidentielle 2027 sera pour moi très importante pour le Cameroun, une présidentielle qui entrera dans l'histoire. Notons que Bello Bouba est dans la Paris. Le professeur Billois, sa compétence se voit dans la majorité d'électeurs qu'il fournissait au président, car M. Bouba est non mieux était avec le président. Et vous et moi saviez que le président ne sera plus Sémine Doumbou. Autre message, bonsoir.
Le monsieur en lunettes. Ils sont tous en lunettes. Mais nous sommes tous en lunettes. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit que le monsieur en lunettes, voilà, raconte, voilà, il n'est pas d'accord. Pourquoi un deuxième est empêché de voir ses militants? Pourquoi un deuxième est empêché de meeting? Ah, d'accord. Souvenez-vous de cette date, monsieur va gagner. Ok, on va poursuivre avec ce message. Écrivez bien vos messages, s'il vous plaît, pour me faciliter la lecture. Hein. Alors, un autre message. Bonsoir, le plateau, Viviane. Et votre panel, le PADEC, sur votre plateau n'est pas rationnel. En comptant les lieutenants Jamen et Ndoki, il a oublié de mentionner... Message supprimé. D'accord. Merci. Bonsoir. Le monsieur du RDPC trouve normal qu'un pays avec plus de 60% de jeunes soit dirigé par des personnes âgées au soir de leur vie. C'est une question qu'il pose. Viviane Andrea, bonsoir et à votre panel. Alors, on va passer. Le message a été supprimé, renvoyé. On va prendre un autre. Alors, les militants du MRC doivent être exorcisés. M. Kamto nous a saoulés avec l'histoire du mandat impératif. Voilà, au Manidem. Et il continue de dire que c'est une stratégie. Ce monsieur n'est pas sérieux, c'est Brice. Bonsoir, la première dame, Viviane Andrea. Vraiment, les communicants du RDPC souffrent en vrai et cherchent toujours à justifier ce qui se passe. Maurice Kamto frappe à gauche et tout dit tremble. Ah bon. Il dit mince, on peut faire... voilà, ok. Merci, on a compris le fond de la pensée. Bonsoir Viviane Andrea. Belle thématique, sauf que faites souvent une évaluation avant les émissions. Je suis du RDPC, mais je trouve que le représentant du PADEC tellement creux et à court d'arguments. Voilà, un opposant qui s'attaque plus à un autre parti d'opposition qu'au RDPC. Ça frise le ridicule. Samuel Ouna Amendon. On va prendre une autre réaction. Bonsoir Viviane Andrea, tu es exceptionnelle dans le choix de ton panel, merci. Je note que le RDPC est à l'écoute de sa base. Je suis très satisfait de la qualité de ses communicants, un DG, un vice-recteur. Le classement de 2018 sera bouleversé au centre de l'opposition. Bélo Bouba viendra avant Maurice Kamto. Toute mon admiration pour la qualité de ta prestance, Jean Akak. Viviane, bonjour et au panel. Alors, on va prendre un autre message. Bonsoir. Les 90% des Camerounais sont devenus suspicieux parce que la souffrance est au-dessus de nos attentes. Tous les dirigeants de notre pays sont tous les avantages. Gratuité des maisons, ils ont tous les avantages, c'est ce qu'ils voulaient dire. Gratuité des maisons, gratuité de carburant, gratuité d'eau et de lumière, gratuité de voitures, gratuité de soins médicaux, gratuité de vêtements. Vie dans l'occurrence sans pareil, alors que les salaires des uns et des autres sont connus. Nous vous regardons seulement en fait du Cameroun, ce que vous voulez. C'est M. Augustin depuis Afanouyo. Bonsoir, le plateau. Merci. Merci beaucoup pour les compliments. Ça me va droit au cœur. Voilà. Alors, n'invite plus jamais ce monsieur du RDPC. Pourquoi? Ah, il dit les adultes ne mentent pas. Bon, lequel? Bon, je ne vais pas lire la suite. Il dit que le monsieur Angandoura qui se permet de donner des bons et des mauvais points aux candidats, c'est dommage. Ok, donc soyez quand même poli, même quand vous voulez faire des remarques. Hein. Alors bonsoir Viviane Andrea. Ces classements de la présidentielle 2025 sur la tendance 2018, cela voudrait dire que la majorité des Camerounais sont atteints du syndrome de Stockholm. Abo, qui nous écrit. Il dit Paul Biya réélu en 2025 soit. Mais pour quel résultat par rapport au contrat social? Voilà les 3 derniers septennats où est passé de grandes ambitions aux opportunités en passant par de grandes réalisations, mais où le gagnant n'a jamais fait le bilan de ses mandatures. Alors, message qui nous vient de Lyrique, Gallois depuis Lyrique. Bonsoir Madame Viviane Andrea. Le manidem de la modération ainsi qu'à tout ton panel de petits partis. Oula. Il dit qu'il faut savoir que notre pays est très complexe et que les acteurs politiques sont de plus en plus avertis. 2025 ne sera pas comme 2018, l'ordre régnera et le changement sera si Dieu le veut. Dieu n'a pas oublié le renverser. Le classement de 2018 en 2025 reste improbable, sauf si l'opposition parvient à se fédérer sous une autre candidature forte, Mouna ou Kamto, et à maintenir une mobilisation solide. L'absence d'unité, les barrières institutionnelles et le contrôle du pouvoir par le RDPC rendent toutefois difficile un changement radical. L'enjeu principal sera donc la capacité de l'opposition à converger, sans quoi le statu quo pourrait se prolonger. Galois, depuis Lyrique.
Alors, voilà, belle dame, très belle tenue, votre patron est très... Voilà, merci. On ne pourra malheureusement pas lire tous vos messages, hein. Vous êtes nombreux, mais alors nombreux à nous écrire ce soir. On comprend que la thématique vous intéresse véritablement. Prenons cette réaction. Mathéo Pro, bonsoir le plateau. Deuxième sujet sur la table, 8 classement 2018 peut-être bouleversant 2025 et cela a peut-être bouleversé pour plusieurs raisons. Fatigue du régime en place, mobilisation citoyenne croissante, émergence de nouveaux leaders, crise anglophone et insécurité, scénario d'union de l'opposition. Mais cela dépendra aussi de la transparence du processus électoral, la participation massive des électeurs, l'absence de fraude et la manipulation. Voilà, merci beaucoup pour votre message. Voilà, on a beaucoup de messages qu'on ne pourra peut-être pas tous lire. On va tout à l'heure faire justement le tour de table, un dernier tour de table. Mais avant, vous nous proposez justement l'affiche de l'émission À vous la parole prévue ce soir, lorsqu'il sera 21h précise. Merci à la diffusion. Cette affiche justement qui vous donne rendez-vous à 21h précise avec pour invité, on aura 2 invités spéciaux. Sa Majesté, son Excellence Boucar Michel, qui sera notre premier invité, et suivi de l'invité Armand Claude Abanda de l'IAI Cameroun. L'émission se tiendra entre 21h00 et 22h30 à la présentation Jean-Jacques Zeu. La thématique intelligence artificielle, bâtir l'avenir du Tchad. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Alors, on revient sur le plateau pour terminer cette émission. Peut-être, on va donner encore 1 seconde à tout le monde pour faire. Non, ça veut dire on a 2 minutes pour la fin. C'est la fin de l'émission. On a 2 minutes pour le tour de table. Alors, on va commencer par vous. Voilà. Nous, on n'a pas parlé. Non, on n'a pas parlé. Hein. On est venu. En réalité, c'était une belle émission. Nous attendons que Elecam fasse son travail et nous présente, n'est-ce pas, les candidatures définitives qui auront été arrêtées. Après, nous verrons également comment cela va se passer avec le Conseil constitutionnel, qui sera certainement saisi par les uns et les autres pour le respect, n'est-ce pas, de la légalité, politique du Cameroun. Merci beaucoup. On va du côté du Mipromalo. En un mot, en une phrase, 2025, selon vous, sera-t-elle une élection de confirmation, de surprise ou de transition? Pour gagner une élection présidentielle, dans la plupart des pays, il faut l'appareil. Il faut l'appareil, il faut la structuration de l'appareil politique, de l'appareil du parti. Et jusqu'à preuve de contraire, je constate que le RDPC a l'appareil le mieux structuré. Et vous avez posé une question. C'est pour dire que pour moi, je pense que le candidat du RDPC sera réélu. Maintenant, la deuxième chose, la question liée à l'âge du président. Excusez-moi. Un mot, s'il vous plaît, c'est la fin de l'émission. Oui, la question liée à l'âge du président. Imaginez un cas de figure où vous avez un pays où vous avez 75%... C'est la fin de l'émission, on n'a plus de temps, malheureusement. 75% de jeunes de 12 ans. Oui. 75% dans un pays où vous avez des jeunes de 12 ans. Vous allez décider qu'un jeune de 12 ans soit président? Non. La question fondamentale, c'est de savoir est-ce qu'il est en capacité de gouverner. Donc, c'est des questions de santé. Et non d'âge, puisqu'il ne va pas faire la course. Merci beaucoup, M. Méfiré. En un mot, que pensez-vous justement de cette thématique, la présidentielle 2025? Sera-t-elle pour vos confirmations? On aura été fiers de meubler le plateau. Peut-être que la prochaine fois, le débat sera plus nourri et notre point de vue comptera sur ce débat qui est assez délicat dans ces moments de la vie de la nation, suffisamment... qui devrait être intéressant, mais on l'a suffisamment dit, les partis dans un contexte de division, ça peut se ressentir, et même ce soir, je pense qu'on peut être suspect. Voilà, au professeur Bilois, votre mot de fin, confirmation surprise ou voilà, transition par l'élection pour le 12 octobre prochain. Oui, on attend sereinement que l'ECAM reçoive les dossiers de candidature. Il va faire une première sélection, il va transmettre les dossiers de candidature au Conseil constitutionnel. La liste définitive sera arrêtée par le Conseil constitutionnel. D'accord. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est ici que s'achève cette émission de Le Grand Soir sur les antennes d'Info Télévision. N'oubliez pas la rediffusion. Regardez-nous en direct notre page officielle. L'émission est postée de ce côté. Merci à tous nos panélistes et à tous nos invités. Merci à vous qui nous avez suivis à la maison. Mesdames et messieurs, le débat il est ouvert. L'avenir est à écrire. Restez scotchés sur nos antennes et passez un excellent week-end.
rendez-vous pour une autre édition de Le Grand Soir.